J'ai joué au loto, une fois de plus. J'y joue rarement, mais à chaque fois, quelque chose se réveille. Une petite bête dans le ventre. Pas de l'espoir, c'est plus confus que ça. C'est du trouble, une sorte d'émulsion d'émotions. Alors j'ai décidé d'en faire quelque chose. 3 fois rien. 3 tirages, 3 moments. Ce n'est pas un jeu d'argent. C'est un jeu de rôle dans lequel tu cherches à te connaître, te comprendre. Aujourd'hui, c'est le premier tirage. Le grand loto des vacances. Bienvenue dans ce journal un peu absurde, un peu sincère. Bienvenue dans la poésie du hasard. Je l'ai pris au PMU. Derrière le comptoir, la machine a chanté comme un petit oracle. Je n'ai pas choisi les numéros, ou du moins j'ai choisi de ne pas les choisir. J'ai laissé la machine faire. Ça me plaisait, ce lâcher-prise, ce refus de stratégie. J'ai glissé le ticket dans mon portefeuille, à côté de ma carte bancaire et d'un ticket de caisse inutilisé, qui dépérit depuis une éternité. Voilà bien sa place. Je me prends à rêver d'un vieux mât de Bretagne, d'un bateau que je ne saurais pas piloter, d'acheter des figues sans jamais regarder les prix. C'est étrange. Ce n'est pas l'argent que je veux, c'est le vertige. L'idée de tout pouvoir, même l'impossible. Alors, voilà ma grille, avec les chiffres 06, 08, 13, 35, 47 et le numéro chance, le 8. Alors, on va espérer que ça me soit favorable. Et en attendant, je vais réfléchir de ce que je vais bien pouvoir faire de mes potentiels 20 millions d'euros. J'ai même déjà du mal à me représenter ce que ça vaut vraiment 20 millions d'euros. Parce qu'à force d'y réfléchir, j'ai l'impression que 1 million, ça part déjà assez vite. Alors, si je gagnais au loto, alors déjà, je crois qu'une des premières choses que je ferais, c'est que si je gagne 20 millions, je vais peut-être garder 1 million pour faire des cadeaux à des amis que je connais, vraiment juste pour le plaisir de partager en vrai la surprise en fait que c'est. Mais par contre, il faudrait pas que ce soit des dons trop démesurés, parce que j'aurais peur que ça fasse une espèce de sentiment d'être redevable et que ça brise, ça puisse briser des amitiés en fait. Mais d'un autre côté, si je faisais pas du tout de cadeaux, c'est pas que je me sentirais pas un peu radin, mais c'est que, je sais pas, ça serait dommage, je sais pas, si mon meilleur ami il gagne au loto, bah, je trouverais ça cool que j'ai une petite somme perso. Après, sinon, d'un autre côté, mes amis proches, ils vont bien profiter de mon changement de rythme de vie, puisque ils vont venir avec moi dans mes voyages et je vais les rincer aussi. Donc, mais même là aussi, ils pourraient se sentir redevables si, par exemple, je les emmène tout le temps dans des voyages extraordinaires et que je les invite à chaque fois. Ils se sentiront redevables et puis moi, ça pourrait me rendre parano aussi.
Mais je pense quand même que je garderai voilà, 1 million peut-être pour un peu faire des cadeaux à tout le monde, donc les amis et la famille bien sûr, bien entendu. La famille. Et, euh, et voilà, 1 million un peu à dispatcher. Je pense, voilà, les amis, de donner un petit 10 000 euros, tu vois, peut-être pas plus, même 5 000 en fait. Juste vraiment un beau cadeau, mais pas quelque chose qui soit vraiment, vraiment démesuré. Ouais. Après, bien sûr, il y aurait la question, est-ce que je le dis ou pas? Parce que c'est bien de rester secret. Ça évite plein de problèmes. Mais d'un autre côté, bah, j'aurais du mal à le cacher, quoi. Ça va forcément se savoir. En tout cas, dans mon cercle proche, ça va se voir. Donc, il faudra que... Bah, je pense que je le dirai. Je l'annoncerai. Peut-être à un moment où je serai prêt. Je pense que j'aurais du mal à rester secret, ouais. Je vais marquer ça. En plus, je crois bien que, par exemple, quand tu gagnes une très grosse somme au loto, t'as des suivis psychologiques. Voilà, la Française des Jeux, elle met en place un suivi psy. Donc finalement, paradoxalement, ça serait une des premières choses qui se passerait en fait si je gagnais au loto. Première chose, c'est que j'aurais des rendez-vous. Ouais. En mode c'est dingue, c'est fou. Vraiment une folie quoi. Et je sais pas pourquoi je pensais, en faisant ce projet d'écriture, je pensais que j'y croirais plus. Et là, je sais pas, j'y crois pas trop. J'ai pas trop l'impression que je vais l'avoir. Après, ça m'empêche pas de réfléchir à ce que je ferais si j'avais cet argent. Mais ça n'empêche que comme je suis pas dans cette exaltation, j'ai vraiment l'impression que c'est possible. J'ai pas, en fait, je sens que j'aborde le sujet de manière très rationnelle et pas dans l'exaltation de vraiment je vais l'avoir pour de vrai et euh, et donc d'être vraiment subjugué par l'émotion et dans la folie. Donc ça, je pense que je suis pas très réaliste là-dessus parce qu'il y aurait forcément de la folie. Et même dans les cadeaux que je ferais aux amis, il y a une idée que j'avais déjà pensé, c'est si je gagne une grosse somme, je pense que je distribuerai un petit peu d'argent à des personnes que j'ai appréciées, mais que je connais pas plus que ça en fait. Je sais pas, par exemple des profs, des anciens profs, ou ce genre de choses qui m'ont vraiment aidé. Et j'essaie de m'arranger pour mettre dans leur boîte aux lettres ou un truc comme ça. Genre juste une petite liasse de billets, tu vois, pareil, un bon gros cadeau, mais pas non plus énorme quoi. Mais un truc de 500 euros, voilà. Pour que vraiment, juste en surprise, quoi. Ça me ferait trop rire. Mais bon. Après, voilà, mettons, je me suis dit là, 1 million, hop, cadeau. Je m'en fiche si c'est pas très strat. C'est... Ok. Ouais, là, je me dirais 1 million cadeau. Donc, je m'en fiche si c'est pas très strat. Mais c'est ma petite folie, voilà, ça me fait plaisir. J'imagine comme ça, mais de toute façon, si c'était vraiment, vraiment le cas, je pense que ça changerait, je changerais un peu mes plans. Et du coup, ensuite, il me resterait 19 millions. Et alors, avec ces 19 millions, là, je peux faire ce que je veux. Et déjà, je me dis que d'un côté, c'est une énorme somme, mais c'est pas de l'argent régulier. Donc, il faut vraiment faire attention à pas vivre au-dessus de mes moyens. Parce que, je sais pas moi, une des premières choses qui me viendrait en tête, c'est j'achète un château. Un château, voilà, bord de mer, un peu comme ici. Un endroit vraiment qui me touche. Mais si ça coûte déjà, je sais pas moi, mettons 2 millions, ou peut-être moins, je pense. Ça dépend un peu du truc que je veux acheter. Je pense que ça serait peut-être plutôt un manoir qu'un château, quoi. Mais ça fait déjà une somme. Mais si en plus je dépense à côté,
peut-être que en impôts, etc., ça va tout fondre et que je vais me retrouver capoute. Donc première chose, c'est qu'il faudrait que je réfléchisse à faire fructifier mon argent pour pouvoir avoir des revenus pérennes. Mais donc pour ça, il faudrait vraiment, c'est-à-dire que je me renseigne, que je fasse pareil plein de rendez-vous que je regarde plein de vidéos sur comment ça marche les placements en bourse ou je sais pas. Et donc ça, pareil, ça serait un premier abord du sujet qui serait finalement très terre à terre en fait. Et après, bon, mettons, voilà, je pense que tu dois avoir plein, quand tu as de l'argent comme ça, tu dois avoir plein de placements avec beaucoup d'intérêt. Ou même, mettons, si j'ouvre une entreprise, je sais pas. En tout cas, mettons que j'arrive à pérenniser un peu mon argent. C'est vrai que je me verrais bien avoir cette résidence en bord de mer. Et peut-être, je sais pas, si j'ai un gros espace, peut-être y faire un peu de vie culturelle, un peu de vie littéraire, quoi. J'imagine bien un grand jardin avec vraiment un grand jardin bord de mer que je pourrais ouvrir pour un peu des artistes qui viennent, voilà, on leur offre un petit peu le sirop à boire et tout, et ils font de l'animation. Et voilà, je sais pas, une espèce de bar à sirop, quoi, vraiment quelque chose qui a pas de grande envergure, mais qui permettrait d'avoir vraiment à la cool un salaire un peu normal ou peut-être même un petit peu bas si c'est saisonnier, voilà, mais juste voilà un salon de thé, salon de sirop, je sais pas, quelque chose de simple, pour avoir un petit salaire, peut-être essayer de se faire subventionner pour faire vraiment animer de la vie littéraire, et peut-être axer ça, ouais, faire une maison de résidence, des résidences d'auteurs peut-être. Ça me botterait bien, ça. Ça me botterait bien. Et après, pareil, ça fera un gros saut dans le vide parce que même avec une grosse somme, je sais pas, ça me fait pas rêver de me lancer dans un autre domaine que mon métier actuel parce que, en fait, j'y vois beaucoup de pénibilité administrative, etc. Donc, pas sûr que ça me convainque à 100%. Et peut-être que j'aurais juste envie de continuer mon taf. Peut-être juste envie de continuer mon taf. Ouais, je vais mettre ça. Mais juste avec le plaisir de se dire que j'ai un patrimoine, je fais un peu ce que je veux. Mais au final, je dis je fais ce que je veux, mais si je continue mon taf, ça ne changera pas grand-chose dans ma vie. Après, est-ce que j'aurais vraiment envie que ça change des choses dans ma vie? Parce que si c'est pour avoir un gros changement de vie vraiment brutal, c'est aussi s'isoler, quoi. Donc, ouais. Donc finalement, il y a un côté un peu effrayant là-dedans. Donc là, c'est bien, ça me fait déjà quelques idées. Ça me fait déjà quelques idées pour des premiers poèmes. Déjà, en plus, après, je me dis, si je change de taf, enfin, si je garde le même taf, en vrai, ce qui se passe, c'est vraiment la première contrariété. Je sais très bien que je vais avoir envie de tout envoyer péter, quoi. C'est-à-dire que s'il y a une journée qui se passe pas bien ou quoi, ou qu'il y a une vraie épreuve où ça va être dur sur 3 semaines, bah, je vais pas endurer ça alors que j'ai 19 000 sur mon compte, quoi. Enfin, 19 millions, même, sur mon compte, c'est énorme, bien sûr qu'en vrai, tôt ou tard, je changerai de taf. En fait, ça pourrait peut-être juste être une sorte de transition en mode faire ça comme ça 1 an, histoire de vraiment, pendant ce temps-là, tu sais, tu prends tout mal en patience, même j'ai envie de dire, tu t'en fiches, tu sais, tu vas te barrer. Mais ouais, vraiment en prenant ton mal en patience et juste histoire d'avoir le temps d'organiser ta vie sans perdre de l'argent, tu vois. Comme ça, en plus, tu te reposes pas sur cette activité, tu vois. Il n'y a pas un côté brutal au changement.
Tu vois, tu commences déjà à mûrir tes idées avant de les mettre en œuvre. Parce que si, je sais pas, j'arrête mon taf, vraiment le jour où j'ai le loto, ça va vraiment être un choc, quoi. Ça va vraiment être un changement brutal et je vais vouloir, comme je vais limite m'ennuyer, je vais penser qu'à ça tout le temps, je vais vouloir faire plein de trucs et ça risque vraiment d'être obsédant. Alors que si je continue mon taf, en fait, ça va faire que je vais avoir ces pensées-là un peu plus de manière souterraine. Et donc, ça serait mieux pour avoir des réflexions mûries, en fait. Je pense que ça serait une bonne transition, ouais. Mais par contre, faut pas qu'il y ait trop de contrariété parce que je pense que si ça devient trop difficile, ça va être basta, ciao, quoi. Mais en tout cas, là, si je l'avais vraiment, là, j'apprends que je gagne le loto, là, demain. Je pense que première réaction, ça va être fiesta, champagne. En fait, le champagne, j'ai déjà goûté le goût. Je trouve pas ça excellent, peut-être me faire incendier, mais je trouve pas ça ouf. Mais c'est vraiment juste pour le symbole, quoi, de se dire bon bah voilà, c'est champagne. Si c'est pas ce jour-là qu'on fait péter le champagne, je sais pas, tu vois. Et voilà, peut-être un resto chic aussi. Voilà, juste un resto chic. Pareil, resto chic, c'est pas non plus ma grande passion, mais pareil, c'est que j'ai envie de tester. Voilà, c'est un peu l'occasion, c'est essayer de marquer le tout, mais en fait, c'est peut-être de manière un peu finalement cliché et un peu convenue. Mais en fait, je sais pas, je trouve qu'il y a une forme de. En fait, ça me fait rire de le faire. Il y a un côté premier degré où, oui, j'ai envie de goûter, voilà, un resto chic, à quoi vraiment voir à quoi ça ressemble, etc. Mais ça me botte pas plus que ça. C'est juste, ça me fait rire de me dire que voilà, bah ça y est, milliardaire, bam, enfin millionnaire, bam, on joue la vie de riche, quoi. Je trouve ça drôle. Mais sans que ce soit un instant soi, mais même parce qu'en vrai, ça c'est pas quelque chose que je tiendrai à la longue. C'est-à-dire que je vais pas passer ma vie à boire du champagne et à aller dans des restos de luxe, quoi. Je suis pas sûr que ça me botte plus que ça, quoi. Après, ça pourrait être drôle d'essayer de vraiment voir ce que c'est que la vie, vraiment la vie d'Aloca, en mode vraiment, jouer du golf, jouer au golf avec le petit polo sur les épaules, là, vraiment cliché. Avoir un yacht et tout. Ah non, ça me fait trop rire, mais j'y arriverai pas, quoi. Mais tant mieux, hein, mais je m'imagine pas du tout comme ça. À la limite, je m'imaginerais plus, limite faire l'inverse, c'est vraiment vivre comme un clodo, quoi, comme un SDF. Vraiment, juste, bah, comme j'ai de l'argent, je peux, voilà, si je suis en galère et tout, je peux dormir quand même où je veux, etc. Mais en fait, vivre hyper chichement et profiter de la liberté, etc. Même si en vrai, pareil, c'est pas une vie. Mais en vrai, pour 90 millions, pardon, en vrai, pour 20 millions, je peux passer une vie voilà, en voyageant comme je veux, même sans avoir trop d'attaches. Mais ça serait un peu une vie solitaire. C'est vraiment un truc un peu plus expérimental, poétique. Faire un peu le poète errant, là, ça serait drôle. Ouais. Mais du coup, d'ailleurs, ça me fait penser ce truc de champagne resto chic. En fait, c'est pas un rêve inaccessible. En fait, j'ai pas besoin de gagner au loto pour faire ça un soir, quoi. C'est juste, ça serait un peu dépensier, quoi. Mais vraiment, si c'est mon kiff de faire ça un soir, en soi, techniquement, je peux. Mais bon,
C'est juste, en fait, j'en ai pas spécialement l'envie, tout simplement. En fait, je me demande dans quelle mesure est-ce que ça peut être une chance? Ça peut être vraiment un apport, c'est-à-dire que l'aspect financier, c'est sûr que ça met, voilà, ça met à l'abri, ça t'évite plein de problèmes. Ça, c'est sûr, plus confort, se faire plein de plaisir, OK. Mais quand même, à la longue, dans quelle mesure est-ce que c'est possible que ça t'isole pas? Comment est-ce que c'est possible que ça te fasse pas changer? Parce qu'en fait, en un premier temps, comme je disais, c'est pas compliqué d'imaginer, voilà, quand tu continues ton travail, juste en fait, tu te fais plaisir, tu augmentes ton niveau de vie en fait. Mais à la longue, il doit se passer quelque chose. Je sais pas si j'avais vraiment des millions dormants, ça serait dur de les laisser dormir, quoi. Donc, doit y avoir un peu une tentation, un peu Seigneur des Anneaux, une attraction de la puissance de l'argent. Je pense que sinon, ce que, par exemple, là où je me dis que je pourrais faire quelque chose, mais ça risque de pervertir en fait, c'est par exemple dans l'écriture. J'aimerais bien, d'ailleurs c'est une des choses probablement que je ferais le plus vite, hein. Si je gagne une grosse somme, je prendrais un maximum de temps libre pour écrire. Et donc voilà, ça me permettrait d'écrire, de faire vraiment les projets que je veux. Et même je pourrais espérer peut-être jouer, soit par exemple monter une maison d'édition ou ce genre de choses. En tout cas, ça aide à la publication. Mais au final, prendre ce type de raccourci, est-ce que ça n'empêcherait pas mon écriture d'avoir une qualité plus singulière? Par exemple, pour les projets que j'écris, du coup, comme j'ai pas énormément de temps libre, j'en ai pas mal, mais j'en ai pas énormément, ils sont mûris. C'est-à-dire que vraiment, c'est des choses auxquelles je pense depuis des années, quoi. Enfin, j'exagère, ça dépend quoi, mais certains trucs, c'est le cas. Et donc, il y a vraiment un goût de le faire. Alors après, quand je découvre l'idée tout de suite aussi, il peut y avoir le coup de boost vraiment du départ. Mais en fait, d'écrire quelque chose vraiment dans la foulée, tout seul, en étant sûr que finalement ça sera publié, est-ce que ce serait pas un peu le meilleur moyen d'écrire des choses un peu médiocres, quoi? C'est-à-dire que ça manquerait peut-être de challenge. Mais après, ça me permettrait peut-être de faire des choses qui sont vraiment expérimentales et qui me plaisent beaucoup. Alors qu'en fait, là, je suis en train de me dire, à force aussi, pour me faire publier, il va falloir que je m'adapte. Peut-être pas il va falloir, mais il serait préférable, en tout cas en un premier temps, que je m'adapte un peu plus à l'air du temps. Et ça, moi, tu vois là, qui suis maniaque, ça me fait un peu chier. Mais c'est pas grave. En fait, disons que c'est pas un must, je peux bien faire des choses qui m'intéressent, qui soient un petit peu plus dans l'air du temps. Ouais. Sinon, il y a une chose que j'aimerais bien faire, parce que justement, là, dans cette idée de un peu tourner en rond sur soi-même, d'écrire ces choses tout seul, sans trop de challenge, moi, j'aimerais bien, je pense aussi, tant que je suis jeune, euh, après, on n'a pas besoin d'âge, mais quand même, mais retourner sur les bancs de la fac pour vraiment étayer ma culture dans tous les domaines, quoi. J'aimerais trop, non pas que j'ai particulièrement aimé l'expérience fac, quoi, c'était bien, mais sans plus. Mais par contre, c'est stimulant d'être en cours. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me manque un petit peu maintenant que j'ai plus de cours à l'université. Parce qu'il me manque, ça me manque pas activement, mais je ressens quand même ce truc de, il faut pas que je m'endorme, parce que maintenant, je suis pas stimulé quotidiennement, en fait. La stimulation, elle doit venir de moi, la stimulation intellectuelle. Et donc, moi, j'aimerais vraiment bien, j'aimerais bien me développer, voilà, faire
un master de philo, voire un doctorat de philo, d'histoire, dans les sciences aussi. En fait, tout m'intéresse. J'aimerais bien être encyclopédique, quoi. Ça doit être ultra stimulant. Et pour l'écriture, pardon. Et pour l'écriture, vraiment, encore plus, quoi. Donc ouais, ça vraiment la vie d'étudiant sur les bancs de la fac, là. Je pense que j'aimerais bien être un peu un excentrique aussi. C'est-à-dire que je pourrais me permettre de... alors peut-être pas de m'habiller, parce que j'ai pas forcément envie d'être excentrique dans ma façon de m'habiller, mais je pourrais prendre une voiture qui a une drôle de gueule, quoi. Non, pas forcément une plus chère. Après, j'imagine si elle a une drôle de gueule, elle doit être un peu chère, quoi. Mais mon objet, enfin, je suis pas un fan de bagnole. Mon objectif, c'est pas d'avoir une grosse Ferrari et tout, mais ça me ferait bien rire d'avoir une voiture, je sais pas, avec des barres en métal de partout. Enfin, des fois, je croise dans la rue des voitures où je me dis waouh, elle est trop drôle, je l'adore, elle me fait trop marrer, je veux trop la voir, quoi. Donc, je pense que j'essaierai de prendre une bagnole rigolote. Et ouais, même dans mon mode de vie, par exemple, avoir une maison un peu à la Pierre Loti, comme dans sa maison à Rochefort, d'avoir, ça c'est un rêve que j'ai vraiment depuis tout petit, d'avoir dans chaque salle un thème. Par exemple, je sais pas moi, une chambre un peu sur les thèmes de Mathilde, de la science-fiction, une cuisine un peu moyenâgeuse, quoi. Vraiment avec des gros trucs en gros bois, limite pas poncé, tu vois. Un salon un peu ambiance ère victorienne, enfin il y a, ou un truc égyptien, par exemple une salle de bain vraiment égyptienne. Et je pense que si c'est vraiment bien fait, ça doit être trop bien comme maison. Et je pense que ça aussi, dans ce truc de pas changer et tout, je pense que peut y avoir ce truc-là de se faire quelques caprices bien sentis, mais qui correspondent à sa propre mentalité. C'est-à-dire être un peu excentrique. Et ça, je pense que ça empêcherait certaines dérives, quoi. Mais après, au bout d'un moment, on a tellement l'habitude de voir ce qu'on a qu'on a toujours envie de plus. Mais remarque que je suis pas sûr que je sois trop comme ça. Moi, je suis assez du genre à me satisfaire de ce que j'ai, donc... Après, je suis bien dépensier aussi, donc... Je sais pas trop comment ça m'affecterait. Mais ouais, je sais pas pourquoi. En fait, je sais pourquoi aujourd'hui, je pense que j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. C'est parce que je suis en train d'écrire dessus. Et en fait, je me dis que si je l'ai, enfin vraiment, si je gagne au loto aujourd'hui, ça serait une probabilité encore moindre, parce que ça serait vraiment le jour où, alors là, ça serait formidable, quoi. Ce recueil, je me rappellerai toute ma vie. Et ça serait un truc de dingue, quoi. Mais vraiment de dingue. Et donc, je crois que ça me plombe mon réalisme, en fait. Enfin non, c'est pas que ça plombe mon réalisme, mais c'est que je pense que ça me coupe ma rêverie. Ça me tient trop dans un réalisme de ça serait trop gros, quoi. Trop énorme que ça soit aujourd'hui. Mais bon, on sait jamais, hein. Mais du coup, comme j'aimerais bien ajouter un petit peu de hasard dans l'écriture, j'étais en train de me dire que ça serait pas mal que je prenne les numéros que j'ai mis dans mon tirage, que j'en fasse la moyenne, et que cette moyenne me donne le nombre de poèmes que je dois faire dans cette section, dans cette section premier tirage. Et donc j'ai calculé la moyenne, ça fait 23. Donc il faudrait que j'ai 23 poèmes. Et là j'ai pas mal d'ébauches. Je pense que je pourrais encore développer, mais j'ai pas mal d'ébauches sur cette première question vraiment. Qu'est-ce que je fais si je gagne 20 millions? Donc je pense que ça serait des poèmes assez courts, du type qui commencerait de manière anaphorique, genre si je gagnais au loto, je ferais, j'achèterais, voilà, je sais pas.
Et là, j'ai plein de pistes. Maintenant, je vais prendre le temps d'écrire ça. Je pense que je vais écrire ça de manière libre, légère, en suivant vraiment, en essayant d'être plus dans l'émotion et d'aller plus dans le mouvement de l'émotion. Vraiment, qu'est-ce que je ressens, que ce soit dans les doutes, dans l'exaltation. Il y a vraiment des choses ça touche vraiment à des questions qui sont abyssales. Et aussi à soi-même, est-ce qu'on se connaît si bien? Et qu'est-ce que ça révélerait de nous? Ou au contraire, est-ce que ça révèle des choses de nous? Ou est-ce que ça nous pervertit et donc ça nous éloigne de ce qu'on est? Je pense que c'est des questions qui sont vraiment à creuser un peu dans le silence. Et il y a des choses à en tirer de tout ça, je pense. Donc ouais, je vais passer à l'écriture et je vais voir s'il n'y a pas de nouvelles idées de hip-hop, parce que là, je me suis quand même penché sur des choses qui sont finalement assez lointaines. Je ne suis pas vraiment rentré dans le détail. Et je pense que j'ai quelques réflexions à développer là-dessus. Mais voilà, au moins, même si je ne suis pas dans l'émotion vraiment où je me dis que c'est sûr, je vais l'avoir, au moins, ça me pousse dans de bonnes réflexions. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en poème. Maintenant, quelques statistiques. Gagner au loto, c'est une chance sur 19 68 840. À titre de comparaison, se faire foudroyer une fois dans sa vie en France a une probabilité d'1 million. J'ai donc 19 fois plus de chances d'être frappé par la foudre que de gagner au loto. Un crash d'avion, c'est 1 sur 11 millions, donc presque 2 fois plus probable que le loto. Mais bon, pour ça, il faut prendre l'avion, ce qui sera plus probable si je gagne au loto d'abord. Gagner au loto, c'est comme faire 24 fois pile d'affilée en lançant une pièce. Pour être à peu près sûr de gagner, il faudrait jouer une grille par jour pendant 52 254 ans. C'est un délire. Bon, alors le verdict est tombé pour la première journée. Au final, j'ai rien eu. Bon, ce qui n'est pas tant surprenant, d'autant plus que je le sentais pas trop. Mais ce coup-ci, j'ai tenté de faire quelque chose un petit peu mieux, d'essayer de la jouer un petit peu plus avec la superstition et de mettre les chances de mon côté. On va voir si ça marche, mais j'ai essayé de jouer avec les chiffres que j'aimais bien, avec un petit peu les suites de nombres qui avaient un sens pour moi, que ce soit des anniversaires ou juste des chiffres que j'aime bien, notamment par exemple le chiffre 3. Et je vais essayer de réfléchir un petit peu à ce que ça va pouvoir m'évoquer, ce principe de superstition dans les jeux. Alors moi, de base, naturellement, je suis pas quelqu'un de très superstitieux, mais en fait, je me prête facilement au jeu de la superstition parce que je trouve ça attrayant et que ça donne un peu envie de vivre intensément. J'ai envie de voir un peu vers où va me mener cette deuxième axe de recherche sur la superstition. Il faut savoir aussi que j'ai eu envie de pousser le jeu de l'aléatoire encore un petit peu plus loin dans le principe d'écriture de ce recueil, en me disant que j'allais écrire un nombre défini de poèmes selon chaque section, en faisant la moyenne des numéros que j'ai joués au loto. Par exemple, dans le numéro précédent, j'ai joué je ne sais plus quel chiffre, mais tel ou tel chiffre pour le tirage précédent. Et donc j'en ai fait la moyenne, ce qui m'a donné une moyenne de 23. J'ai donc rédigé 23 poèmes, des petits poèmes assez légers. Là, pour ce que j'ai joué, comme j'ai beaucoup joué autour du chiffre 3, etc., ça a drastiquement fait baisser la moyenne. Et donc, je me retrouve avec une moyenne autour de 9,3. Donc, on va dire 9. Et donc, je vais écrire 9 poèmes pour cette section sur la superstition. Donc, voilà alors les grilles que j'ai jouées. Je me suis vraiment laissé porter par la chance. Plusieurs choses.
De 1, j'ai fait des grilles loto. J'en ai fait 3 parce que c'est mon chiffre préféré. Première grille, c'est composé de la suite des multiples de 3 avec en numéro complémentaire le 3 évidemment. La deuxième grille, elle va être axée sur des dates anniversaires que j'affectionne. Donc voilà un petit peu le cliché de la chance. Et enfin la troisième grille, j'ai tenté quelque chose d'un petit peu humoristique. J'ai pris le mot tirage et je l'ai converti en chiffres selon la place de chaque lettre dans l'alphabet. J'ai mis mon t-shirt porte-bonheur. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui et le vent c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc j'ai l'impression que tout est de mon côté. Malgré tout, est-ce que c'est suffisant? C'est ce qu'on va voir. Alors moi, il y a une première chose qui me fait bien rire. C'est dans la superstition, c'est l'horoscope. Par exemple, aujourd'hui, j'ai essayé de regarder un peu l'horoscope de ma journée. Bon, il s'est avéré que c'était pas phénoménal. Dans les finances, il me disait que, en gros, il fallait que je fasse attention à mes dépenses et savoir si toutes mes dépenses étaient bien réfléchies. Voilà, ce qui est un peu ironique quand on vient de dépenser 20 € en tirage de loto. 20 € plutôt. Mais malgré tout ça, il y a une question qui persiste. Quel jour il faut que j'ai de la chance? Parce qu'aujourd'hui, finalement, certes, j'enregistre mon tirage, mais le tirage n'a pas lieu aujourd'hui. Est-ce qu'il faut que j'ai de la chance aujourd'hui ou est-ce qu'il faut que j'ai de la chance le jour du tirage? Je sais pas. Donc j'espère que c'est le jour du tirage. Pour écrire un poème, vers où ça pourrait me mener? Je pense qu'il y a toute une question de moyenne dans la chance. C'est-à-dire que, est-ce que ça sert vraiment d'avoir de la chance d'un coup, mais seulement une seule fois, mais énormément? Il faut qu'il y ait une moyenne, en fait. Le coup de chance, certes, ça peut servir, mais il faut que derrière, tu aies de nouveau un coup de chance, parce qu'en fait, avoir un coup de chance, mais avoir de la malchance qui fait que tout est saboté, ça fait que finalement, est-ce que c'était vraiment de la chance? Bof. Et inversement, des fois, c'est ce que présente, ce qui est présenté dans Jacques le Fataliste de Diderot. Parfois, des suites d'événements malchanceux peuvent amener à des rencontres fortuites extrêmement chanceuses. Donc des fois, la malchance peut être source de chance. Donc on va dire une sorte de moyenne dans la chance. En fait, on n'est pas loin des questionnements autour des voies du Seigneur sont impénétrables. Pourquoi, si Dieu est bon, est-ce qu'il y a de la souffrance? C'est plus compliqué que ça. Ouais, un sujet un peu bizarre, un peu compliqué, mais ça m'intéresse bien. Ensuite, il y a une autre chose qui m'intrigue pas mal, enfin qui m'intrigue, qui me fait rire dans la superstition, c'est la manière dont elle s'accapare de tous les domaines, on pourrait dire spirituels au sens large, mais comment la superstition, ça va faire appel à des mythologies païennes, mais aussi chrétiennes, mais aussi juste des logiques personnelles, des synchronicités. Donc ça serait plutôt un deuxième poème sur la transversalité de la superstition, qui s'arrête pas à une logique, ne serait-ce qu'une logique religieuse ou spirituelle. Elle est vraiment ancrée en soi de manière profondément irrationnelle. Et là, je parlais de synchronicité. Alors ça fait référence à Carl Jung, qui définit la synchronicité comme, alors si je me trompe pas, on pourrait dire qu'il le définit comme étant une suite d'événements acausaux, donc qui n'ont pas de cause, acausale, sans causalité, qui vont faire un effet de sens, de signification chez la personne qui les observe. Et cette perception de
de signification qui sort de l'aléatoire va fournir des tentations superstitieuses chez les humains. L'exemple qu'on pourrait donner, je sais pas, par exemple, à chaque fois que tu portes, voilà, à chaque fois que je porte mon t-shirt porte-bonheur, il m'arrive des bonnes choses. Bah, en réalité, rien ne me prouve que ce soit lié. Ça paraît tout à fait probable que ça puisse être entièrement acausal. Mais notre esprit fait un lien car il ne... Enfin, pourquoi ce lien est fait? Ça, c'est vrai, en fait. Pourquoi on pourrait pas rester dans un niveau logique de se dire, bah, pas de se dire rien du tout, en fait. Qu'est-ce qui nous pousse à chercher un lien, une surintellectualisation, ouais, sûrement une peur du vide, en fait. Une peur du vide, donc la superstition comme rempart face à une absurdité qu'on ressent dans sa chair. En fait, on ne peut pas ressentir nous-mêmes l'absurdité dans notre chair. Je pense que même un individu extrêmement rationnel, il n'est pas abscon de toute sensibilité à la synchronicité. Et que, voilà, même le plus grand des scientifiques, il peut être touché par des coïncidences qui lui semblent être incroyables. Donc, maintenant, une autre chose qui me fait réfléchir sur la chance, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est vrai ou pas? C'est-à-dire que sans parler de destinée, sans parler, etc., voilà, de ce genre de choses, il y a bien des destins qui, de manière aléatoire, vont être au-dessus de la moyenne. Bah, c'est-à-dire, typiquement, celui qui gagne au loto, non pas qu'il soit élu par les dieux, il aura plus de chance que moi, dans le sens où c'est quand même une grande chance, et si moi là je gagne au loto, je serai extrêmement chanceux. Pourtant, c'est un fait aléatoire. Mais si en plus de jouer au loto, j'ai plein d'autres éléments dans ma vie qui sont extrêmement improbables, mais qui me fournissent ce sentiment d'être chanceux, d'être tombé au bon moment, au bon endroit, etc. Je pense que les moyennes ne se retrouvent pas toutes parfaitement. Et que effectivement, il y a sûrement des personnes qui ont moins de chance que d'autres. Et peut-être la première chance, ça serait de savoir dans quelle famille tu nais. Est-ce que tu nais dans un pays en guerre ou est-ce que tu nais dans une famille aisée d'un pays qui a une bonne espérance de vie? Tout ça, ça montre qu'il y a bien une aléatoire et que cet aléatoire, par la définition potentielle d'une moyenne, c'est-à-dire que doit bien y avoir une moyenne faisable si tout était mathématique et qu'on avait accès à tout, qu'on était omniscient, on pourrait très bien faire la moyenne des conditions de vie de l'humanité et savoir, ou même juste des coups de chance, voilà. Je sais pas, ne serait-ce que, mettons, deux personnes trichent à un examen, bah, y en a un qui se fait prendre, pas l'autre, bah, coup de chance. Voilà, tout ce genre de choses. Et bah, effectivement, il doit y avoir des personnes qui sont en dessous de la moyenne. Donc en fait, on peut considérer le principe de chance en dehors de toute superstition. Juste mathématiquement, de se dire que bah oui, il y aura des personnes qui auront moins de chance que d'autres.
Mais là, ça me fait penser aussi que même cette question de chance, est-ce qu'elle s'appelle pas d'elle-même d'une certaine façon? C'est-à-dire que, effectivement, je pense pas que cueillir un trèfle à 4 feuilles, ça va nous aider à grand-chose. Tout comme pour le loto, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais par contre, un certain état d'esprit, par exemple, je pense que quelqu'un qui se pense chanceux aura plus de chances d'être chanceux, vous voyez? C'est-à-dire que si tu te penses chanceux, tu vas être dans un rapport au monde beaucoup plus spontané, confiant, et donc tu risques d'être plus audacieux, et tout un tas de choses qui vont faire que la chance va peut-être plus te sourire. C'est peut-être là que tu vas avoir plus d'opportunités, que les gens vont plus aller vers toi, que voilà, tout un tas de choses comme ça. Après, c'est peut-être une réflexion qui est assez restreinte au domaine social, mais même professionnel. Mais c'est assez social le professionnel aussi. Mais oui, je vais être appelé sa chance. En fait, c'est ça, c'est que dans chance, il y a vraiment deux significations. Il y a un peu le terme mathématique. J'ai tant de chances de, en fait, c'est une probabilité, c'est j'ai tant de probabilité que, enfin, de faire ça que. Et il y a le sens un petit peu plus populaire, voire, oui, superstitieux, religieux, peut-être pas religieux, mais de chance comme étant ce qui va nous arriver de bien, de nécessairement bénéfique. Parce que c'est vrai que si on considérait tout simplement le principe de chance d'un point de vue mathématique, celui qui se fait foudroyer, il est 20 fois plus chanceux que celui qui gagne au loto. Ah non, 20 fois moins, parce qu'en fait, non, c'est l'inverse. Mais il n'empêche qu'il est quand même sacrément chanceux, puisque son expérience va contre les moyennes. Son expérience va contre les moyennes mathématiques. Peut-être mettre ça aussi. La chance de la malchance. Est-ce que ça serait pas non plus extraordinaire de découvrir une expérience du monde extrêmement négative? Alors, extraordinaire, littéralement, enfin voilà, au sens littéral évidemment. Mais ça n'en reste pas moins rare. Et donc pas moins intéressant au final. Par contre, là, je me demande si je suis pas en train de m'éloigner vraiment beaucoup du principe du loto. Après, je suis tenu à rien, mais j'aimerais bien rester sur la thématique du loto. Est-ce que mes réflexions... En fait, je sais pas vraiment comment je vais écrire ces poèmes-là. Les poèmes précédents, ils étaient vraiment marqués par une forme assez anaphorique de si je gagnais au loto, je ferais ci, je ferais ça, etc. Maintenant, ceux-là, je pense que ça serait plus des sortes de réflexions. Et ça serait bien qu'il y ait un jeu de chance dans ces écritures. Peut-être pourquoi pas jouer avec un dictionnaire de rimes et de m'imposer des choses. Et voilà, est-ce que j'ai de la chance, est-ce que j'ai pas de chance? Est-ce que les mots que je vais m'imposer vont être intéressants et faciles à utiliser dans un poème, ou est-ce que ça va être une catastrophe? Ça pourrait être marrant de faire ça. Ouais, ça pourrait être marrant. Je pense que si je partirais peut-être sur des formes qui sont un peu plus régulées,
ça pourrait faire écho un peu à la question du destin, de la chance, etc. Mais surtout, c'est un peu pour répondre à la première partie qui est assez libre. Ça me fait déjà 6 axes et je pense que je peux en avoir plus. Il faudrait que je réfléchisse un peu plus profondément à la question de chance par rapport au loto. Je pourrais peut-être reparler des statistiques. Ouais. Bof. Je pense que la dernière, la chance de la malchance, ça pourrait faire écho au principe de gagner au loto, en fait. Est-ce que c'est un bonheur ou un malheur? Vraiment, tout dépend. Je pense que ça peut être et l'un et l'autre, vraiment. Mais tout dépend de ton rapport au monde, en fait, déjà. Et donc, en fait, être chanceux, est-ce que ça serait pas déjà avoir une mentalité qui fait que tu peux prendre la chance comme de la chance et transformer une malchance en chance? C'est-à-dire que, en ayant une mentalité optimiste, voilà, c'est heureux les simples d'esprit, car c'est quoi, c'est les portes les portes de Dieu, ils sont ouverts, quoi. Euh, Si tu as la force mentale de pouvoir faire un bonheur de peu et de pouvoir prendre aisément des malchances et des revers et de ne pas te laisser gangréner par des choses qui sont apparemment des chances pour toi, en fait, c'est ça le vrai bonheur. Enfin, la vraie chance, c'est d'avoir cette mentalité-là, de pouvoir avoir sa chance. Après, je pense qu'il faudrait que je développe, à mon avis, le principe de synchronicité sur la superstition, qui est vraiment hyper intéressant, parce que, non mais vraiment, imaginez, vous tirez à pile ou face, et à chaque fois vous faites face, et genre c'est pas possible, mais vraiment, à chaque fois vous faites face. Et bah en soi, à chaque tir, vous avez toujours une chance sur deux de faire face, donc bon, on pourrait considérer, évidemment que mathématiquement c'est exceptionnel, mais on pourrait considérer que c'est anodin, c'est-à-dire que bon, faire face, c'est comme faire pile, si on regarde indépendamment les choses du reste. Sauf que on les voit dans l'ensemble, ce qui fait qu'effectivement, mathématiquement, c'est extrêmement rare de faire 15 fois face d'affilée. Mais en fait, est-ce que ça fait vraiment du sens? C'est-à-dire que oui, c'est rare, mais tout comme faire face, pile, face, 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 pile, pile, face, c'est tout aussi rare. C'est juste que ça fait pas autant de sens. Mais en fait, peu importe la séquence, elle est toujours aussi exceptionnelle. Ce qui est exceptionnel là-dedans, c'est qu'elle produit un effet de sens. Bon, je sais pas trop quoi en dire là-dessus, mais c'est intéressant. Et bon, là, j'ai 8 points. Et le 9e, j'y réfléchirai plus tard. Parce que là, je commence à avoir froid. Parce que c'est bien sympa le vent, mais il fait pas chaud. Puis la marée monte. À la fin, je vais finir sur l'eau. Donc, j'aime bien les alces qu'on a découverts. Il va falloir encore que je réfléchisse vraiment à comment est-ce que je vais l'écrire. Parce que je pense qu'il faut que je joue. Je pense pas que je pourrais trouver un système spécifique à chaque poème, ça va me demander trop de temps, et je sais pas si ça serait vraiment un apport, sauf si l'idée me vient comme ça. Mais sinon, je pourrais trouver un système d'écriture un petit peu ludique, challengeant, pour ces 9 poèmes, qui seront plus construits, plus complets. Donc vraiment, il faut que je pense à ça. Et peut-être vraiment à essayer de rattacher mes axes de réflexion au loto, parce que j'ai peur qu'on s'éloigne trop. Et non pas que ce soit inintéressant, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de quitter cet axe, cette direction du loto. Voilà. Donc bon,
je vais aller me réchauffer et je vous tiens au courant pour la suite. Bon, voilà, on est arrivé à la dernière partie. J'ai fait le tout pour le tout. J'ai acheté 2 grilles complètes. Donc en fait c'est 12 grilles précisément. Essayer de tenter un maximum de mettre toutes les chances de mon côté, mais surtout de voir en fait ce que c'est que dépenser dans l'espoir d'avoir quelque chose qui n'arrivera quand même probablement pas. Parce que là, bon, j'ai fait 12 grilles, c'est pas malin. Mais au moins, ce qui est malin, c'est que là, on se rend compte que ça revient à cher, en fait. Ça revient à cher pour pas grand-chose, sauf si vraiment j'ai le gros lot, quoi. Mais ça va être ça plutôt la réflexion du jour. Une réflexion un peu plus pragmatique sur peut-être les addictions, le rapport à l'addiction au jeu, ce que c'est fondamentalement, ce que ça révèle de nous, une espèce de mélange entre un côté très prosaïque, presque naturaliste, et quelque chose de très romantique, très exagéré, très gigantesque. Donc je vais essayer de voir un petit peu ce que ça peut évoquer, ce rapport au jeu, à l'addiction du jeu, pour écrire quelques poèmes. Alors j'ai fait la moyenne de tous les chiffres que j'ai mis à mon tirage, à mes tirages, et la moyenne c'est 17, donc il faudrait que je trouve une sorte de petite vingtaine d'idées. Je sais pas si j'en trouverai autant là aujourd'hui, mais en tout cas ça va me permettre de donner des lignes directrices. Et au niveau du style d'écriture, je verrai un petit peu comment je me sens, mais ça risque d'être encore quelque chose d'assez assez léger, comme pour la première partie, puisqu'on va parler plutôt d'un grand nombre de poèmes. Ça risque d'être assez compliqué. J'aimerais bien que ça reste un recueil plutôt facile à lire et facile à écrire. Alors il y a une première chose qui me vient à l'esprit. C'est une sorte de petit jeu de mots entre Française des jeux et Française des gueux, dans l'idée que c'est un réflexe finalement c'est vrai de pauvre, ou en tout cas d'insatisfait de jouer, parce que quand t'es déjà, enfin mettons si t'es déjà millionnaire, bon, à quoi ça sert de jouer au loto, quoi. Donc là il y a peut-être une idée à développer, ou en tout cas ça pourrait bien être un titre. En fait ce qui est compliqué c'est que la création des idées n'est pas vraiment indépendante de l'écriture. Et c'est-à-dire que là, par exemple, je jette des idées, des jets, mais comme je ne sais pas vraiment ce que ça va donner à l'écriture, je ne sais pas si ça va faire des redites avec d'autres choses, je ne sais pas si ça va vraiment m'amener dans quelque chose qui me plaît. Mais bon, je vais faire ce travail préalable parce que si ça vous permet de voir un petit peu, d'éclaircir des idées en fait que j'ai déjà, mais là je prends le temps de les noter sur le papier, de l'éclaircir plutôt que vraiment de me lancer en faisant le tri au préalable en fait dans ma tête. Comme ça vous pouvez le voir. Moi aussi ça peut peut-être me permettre de mûrir certaines pensées. Donc c'est un peu ça le travail. Mais là j'ai une idée, Française des gueux, j'ai un peu la frustration de pas tout de suite me lancer dans l'écriture. Même si là j'ai pas spécialement ni le temps ni l'envie d'écrire, mais quand même ça m'agace d'aller chercher d'autres idées alors que j'en ai une là et j'ai envie de la creuser. Mais qu'est-ce que ça pourrait m'évoquer d'autre? Bah si, il y a une chose, c'est le PMU. Je sais qu'il y avait une vidéo ou peut-être une chanson, je sais pas, qui ironisait un peu sur le PMU, du fait que c'est vraiment la rencontre de tous les vices, quoi. Tabac, alcool et jeux, c'est très drôle. Donc là, pareil, PMU, moi il y a un truc, même avec le style de PMU, qui peut être facilement détourné. Enfin facilement, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place de PMU
Je pourrais même mettre le P de perte, comme perte d'argent. Le M de murge, comme abus d'alcool. Et peut-être le U de urgence, par exemple. Ouais, c'est pas ouf, mais d'urgence pour le tabac, le cancer, tout ça. Pas beaucoup de mots qui commencent par U. Hein. Ouais. Bah en fait, ça marche, mais c'est pas très impactant, quoi. Bon, bref. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que je parlerai des addictions. Mais la vérité, c'est est-ce que j'ai envie de faire de la recherche-création et vraiment de m'intéresser au fonctionnement psychophysique, psychochimique peut-être, de l'addiction? Dans quelle mesure est-ce que c'est chimique? Bah, tu sais quoi, je pense que je vais faire, voilà, comme il faut que je développe mes idées, je pense que je vais faire sur la chimie. Donc tout simplement sur les pics de dopamine, sur les... En fait, finalement, ce que j'ai pas trop eu, moi, ce recueil, j'ai pas eu de gros pics de dopamine. Au dernier tirage, un petit peu, parce que je me mettais dans le bain, parce que je sentais que justement, il manquait un peu ça dans la première partie. Mais c'est qu'en fait, j'ai pas joué pour le plaisir de jouer. J'ai joué, il y avait un intermédiaire qui était l'intermédiaire de l'écriture, donc le shoot de dopamine est pas le même. Et quand je parle de pensées qui s'agitent, les rares fois où j'ai joué au loto, je pense que c'est parce qu'en fait ça restait quelque chose un peu d'intime, où j'ai joué voilà, pour tenter, pour rire. Mais du coup, moi, dans mes pensées intimes, j'y pensais, ça me faisait un peu agiter, enfin voilà, ça réveillait mes pensées. Mais en fait, une fois que c'est dévoilé, il y a le réalisme qui frappe. C'est un peu comme la superstition, c'est-à-dire que bon, je pense que même le plus rationnel des hommes, chez lui, il peut avoir un petit toc, une petite superstition qui fait que il va faire telle ou telle chose, voilà, il va sentir pour telle ou telle raison que cette journée c'est sa bonne journée. Mais par contre, si un jour il va tenter de l'expliquer, en fait, ça va tomber à l'eau. Mais bref, donc je parlais de la chimie et de la psychologie. Que ce soit des habitudes prises, ce genre de choses, tout ce domaine. Je pense que sur l'écriture, à mon avis, ce que je vais faire, ça va être des portraits. Ça va être vachement à la troisième personne. Je n'ai pas encore rédigé la deuxième partie, mais ça pourrait être marrant que ce soit la deuxième, par exemple. Sur la superstition. Tu crois que dans ta vie, ouais, ça pourrait être bien. Comme ça ferait une première partie à la première personne, une deuxième à la deuxième et une troisième à la troisième. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt derrière? Non, si ce n'est que en fait, je sais que la première partie est à la première personne, que la troisième partie sera probablement à la troisième et que j'aimerais que ça fasse sens. Ça me plaît, c'est mon côté maniaque. Je sais pas encore si je le ferai, mais il y a de fortes chances. En plus, la poésie et le tu, ça marche bien généralement. Ça, en plus, avec ça y est, je commence déjà à trouver des explications ou des excuses au fait de mettre tu. Le tutoiement, il permet d'être assez facilement épique en fait. Il y a un côté divinatoire, presque impératif, il y a un côté qui est assez sentencieux. Et donc ce côté marche bien avec la superstition qui va toucher à j'avais écrit quoi? Superstition transreligieuse, le côté païen, chrétien, etc. Ou à la synchronicité qui va être un peu plus intellectuelle, mais en même temps qui va être assez épique, ou en tout cas profond. Je pense que ça pourrait bien marcher. Donc ouais, psychologie. Quoi d'autre? Sur les addictions. Bah sur la perte, hein, je pense que je vais faire quelque chose vraiment sur la perte, mais peut-être sur la perte au compte-gouttes. Parce que là, voilà, moi j'ai fait mes 12 grilles, et donc la perte, elle est brute.
C'est-à-dire que je pense que la plupart des joueurs, enfin peut-être pas la plupart, mais en tout cas certains joueurs, c'est sûr, s'ils ne jouaient que, au lieu de jouer, je sais pas, une fois tous les 2 jours, une fois par jour, si ils jouaient 30 fois dans un mois, je pense que ça les calmerait. Tu vois. C'est le côté insidieux des petites dépenses, en fait où tu gagnes encore moins, mais à la longue. Après, le gain est véritable, c'est-à-dire que la Française des Jeux ne nous ment pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gain. Mais c'est contre une certaine logique, ce qui est assez romantique. Peut-être plutôt marquer ça, ouais, j'ai marqué, j'en ai parlé, mais c'est vrai que l'opposition romantique, naturaliste. Je vais écrire aussi sur les buralistes. Un peu avec le PMU, mais je pense que les buralistes, ils doivent en voir passer pas mal, des vertes et des pas mûres, toutes sortes de gens, toutes sortes de vies, toutes sortes d'espoirs. Enfin, moi, c'est un milieu que j'aime assez bien, de loin, mais qui m'intéresse, en fait. Je trouve que c'est un milieu stimulant. J'ai l'impression d'être Georges Perros, là, dans ses bars à Douarnenez, mais il y a un peu des rencontres de destin, mais dans une sorte d'infortune joyeuse qui peut parfois être, ou juste de quotidien, il y a ça aussi, mais c'est peut-être un peu moins littéraire, quoique. Oui, bah, je vais parler du quotidien aussi. C'est un bon thème pour faire un poème un petit peu original, avec peut-être beaucoup de répétitions, ce genre de choses. Ça peut être un poème impactant. Le quotidien, les buralistes. Il y a une phrase aussi de quelqu'un que je connaissais, qui jouait, qui disait une phrase que je sais pas, qui m'a marqué. Ça se trouve, c'est pas du tout de lui, hein. Si vous retrouvez la référence, c'est possible que ce soit une phrase célèbre, qui disait que c'était à prendre comme un impôt sur le rêve. Et alors, d'un côté, je trouve que c'est poétique, dans le sens où ça, il y a une vérité dedans, dans le sens où il y a une double vérité. Dire ça, c'est présupposer la perte, en fait. Parce que le rêve, c'est rien d'autre que du fantasme, c'est de la brume, c'est voilà, c'est intangible, c'est rien. Mais en même temps, le rêve, c'est pas rien, c'est du rêve, c'est juste que c'est rien de matériel. Et donc, bah, juste, ça met l'accent sur le plaisir, du joueur et non pas sur le gain matériel. Et je trouve que c'est assez intéressant sans être phénoménal, mais c'est pas mal. Je vais noter l'impôt sur le rêve. Mais du coup, ce qui est tragique, c'est que est-ce que les rêves sont faits pour être imposés, quoi? C'est un peu triste d'avoir un impôt sur le rêve. Mais la formule est assez élégante. Eh ben, on est déjà à 8, hein, c'est presque la moitié. 8 idées. 8 idées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'ai un petit jeu de mots, tiens. Entre l'addition et l'addiction. C'est quand même des paronymes et c'est drôle parce que t'as les deux au bar tabac, au PMU. Peut-être ce serait plutôt le nom de la section. En mode l'addiction, s'il vous plaît. Est-ce que c'est compréhensible? Faudrait que je trouve une formule du type je viens régler l'addiction ou voilà. Mais bon, je le note, on va dire comme si c'était un poème.
pense qu'il y a une chose qui me touche, moi. C'est, je sais pas, par exemple, vous voyez un petit peu ces personnes qui sont très désœuvrées, mais qui ont l'air d'être à la fois de bonnes personnes et en même temps, je sais pas, qui ont un bon niveau d'études, ce genre de choses. En fait, qui ont pas l'air d'être de ce milieu-là. Vous voyez, du vraiment, si on faisait les clichés, c'est le milieu un peu prolo, voilà, populaire, un peu beauf, si on veut, voilà, que finalement j'apprécie. En fait, c'est un peu une image un peu campagnarde. Et il y a des gens qui sont pas là-dedans. Et des fois, je me demande vraiment ces parcours. Il y a presque un truc un peu inquiétant où je me dis, mais et on est jamais à l'abri de, je sais pas, qu'il y a un problème dans sa vie, on pète un plomb, on rate un truc, et bon, c'est pas, en fait, c'est un peu dramatique, mais c'est pas plus dramatique que ça. C'est pas du tout pour juger ou jeter la pierre, etc. C'est des destins de vie comme les autres. Et enfin, je veux dire, il y a pire qu'un PMU dans la vie, quoi. Mais je me demande des fois certains parcours de vie. Et je pense que là, dans ce recueil, il y a peut-être la place pour un peu de fiction. Faire un petit parcours de vie de quelqu'un, voilà, une personne ordinaire, quoi, qui tombe dans le jeu, ou en tout cas qui, suite à une raison, parce que c'est beaucoup ça, ah, je vais en parler aussi, là, ça y est, j'ai d'autres idées. Donc oui, je vais parler ça, je vais parler parcours personnel. On va dire dissuasif. Mais pas, c'est quoi le mot pour dire mais pas méchant, mais faire ça mieux, on va trouver déjà le bon terme. Dissuasif, mais pas incriminant. Parce que c'est souvent le cas. 11. Oui, j'avais une autre idée qui venait avec cette idée de parcours et de vie brisée ou ce genre de choses. C'est voilà, l'épargne. En fait, le principe de l'épargne. C'est-à-dire que tout cet argent qui est perdu, en soi, c'est pas vraiment de l'endettement. Enfin, c'est peut-être dans des cas extrêmes, mais pour la plupart des gens, c'est juste de l'épargne en moins. Sauf que l'épargne, en fait, c'est son mini pactole assuré, quoi. C'est-à-dire qu'avec ton épargne, tu es sûr d'avoir quelque chose si il y a un problème. Et ce qui m'intéresse, c'est la résurgence de ceci. C'est-à-dire que c'est un combat entre deux potentialités. La potentialité de devenir millionnaire ou de gagner de l'argent, et la potentialité d'avoir besoin d'argent sûr s'il y a un problème. Et ouais, il y a un combat qui peut-être serait plus intéressant à mettre dans un poème plutôt que dans deux différents. Mais ouais, je vais l'écrire ça. Combat entre deux potentialités. Et si j'étais riche? Et si j'avais besoin d'argent tout de suite, en fait? « 12. Peut-être qu'il y a aussi une chose qui rentre en compte, c'est l'oubli. En fait, on a tendance à dire qu'on retient plus les mauvaises expériences que les bonnes. Du type, si une personne te fait un compliment dans la rue, ça va te faire plaisir, mais si quelqu'un t'insulte dans la rue, ça va plus te marquer et ça va être plus compliqué à l'oublier, etc. Par contre, pour l'auto, j'ai l'impression qu'il y a le côté inverse du type, le jour où tu gagnes de l'argent, tu te dis « Waouh, j'en ai gagné », mais si c'est perdu, bah limite tu passes à autre chose, sauf si tu as acheté 12 grilles comme moi. Mais à part ça, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Bah, je suis sûr qu'il y a une explication psychologique, hein, et ça doit être vraiment lié à l'addiction au jeu. C'est pas comme si c'était une expérience sociale. C'est vraiment... Il peut y avoir du social, mais c'est vraiment
le cœur de ça est vraiment psychochimique, je pense. Mais du coup, oui, sur l'oubli du type, mais attends, mais t'as pas oublié que t'avais déjà joué le jour précédent, quoi, ou il y a 2 jours. Bon. L'oubli, entre guillemets, perte, égale, oubli, gain, égale, souvenir. « 13. Ah si, bah clairement, faut que je parle un petit peu politique quand même. Parce que, enfin peut-être pas politique, mais en gros philosophie politique. La Française des Jeux, c'est public, on est d'accord, je crois. C'est quand même pas très sain. C'est-à-dire que la France, enfin le gouvernement, l'État, aime bien par exemple taxer le tabac. Ce qui est en soi entendable. Taxer le tabac parce que c'est mauvais pour la santé et c'est une façon de nous protéger. Bon, soit. Mais par contre, à côté de ça, il y a la Française des Jeux, qui est pas du tout... C'est pas de la charité. Et ça peut briser des vies. D'ailleurs, et voilà, il y a plein de centres d'appels, enfin voilà, pour pouvoir avoir des appels gratuits pour être aidé si on joue trop ou quoi. Donc ça, pareil, c'est des centres qui doivent être subventionnés par l'État. Et même avec cette aide-là, à mon avis, ils sont bénéficiaires. Il y a quand même une question morale qui se pose, en fait. À quel moment est-ce qu'il n'y a pas un peu un jeu? Après, il faudrait voir l'historique, parce qu'en fait, depuis quand ça existe, en fait, la Française des Jeux? Faudrait que je fasse un petit point historique, mais je pense qu'il va falloir que je fasse des poèmes un peu sérieux. Surtout que c'est un peu le final. Alors, l'idée, c'est pas d'être... c'est pas de faire un manifeste, quoi. Mais faut bien que je traite cette question de la responsabilité de l'État dans les destins brisés par le jeu. Après, que ce soit privé ou public, il y aura toujours du jeu, hein, parce qu'il y a la Française des Jeux, mais tu peux aller dans des casinos, tu peux jouer en ligne. Donc c'est pas vraiment ça le problème, c'est vrai en tant que tel. Mais on pourrait dire dans cette mentalité de vraiment, si l'État il se positionnait vraiment pour le bien-être de ses concitoyens, je pense que la Française des Jeux n'aurait pas de raison d'être en fait, parce que c'est une source de malheur. Mais bon, après c'est aussi une source de divertissement, c'est aussi une source de lien social. Je dis pas que c'est que négatif, mais c'est quand même un petit peu limite quoi. Disons suffisamment pour en faire un poème où il faudra quand même bien trouver le ton. Moi j'ai du mal avec la poésie et la politique. Je trouve que la politique c'est beaucoup plus facile. Enfin mince. Je trouve que la politique c'est beaucoup plus difficile que ce que ça en a l'air et que ce que la plupart des gens pensent. Et la poésie c'est fait pour être assez évasif. Donc c'est difficile. Mais à la limite plutôt de la philo politique qui va pas, voilà, qui va être ni chiffré ni sourcé. Juste en fait peut-être comme je viens de faire, une réflexion un petit peu ironique, peut-être un poil incisive, mais ouais. « 14.
Si, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est sur l'irrationalité. Alors là, on est peut-être encore un peu du côté du psycho-philosophique, mais je pense que ça sera sous un autre angle. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que c'est intéressant, l'irrationalité, parce que quel joueur ignore qu'il est dans la perte? En fait, je pense que, en tout cas pour le loto, c'est vraiment le tout pour le tout. C'est-à-dire que c'est vraiment... personne espère au loto gagner, quelques euros par mois. Il n'y a pas de stratégie à avoir. C'est pas comme jouer au blackjack ou je sais-je encore. Je pense que j'imagine pas ni les casinos ni quoi que ce soit faire des jeux qui ne soient pas à perte en moyenne. Mais du coup, il y a de l'irrationalité. Et je pense que c'est à développer. Parce que voilà, je pense que des joueurs compulsifs qui sont persuadés d'être certains de gagner comme si c'était vraiment un bon plan, quoi, limite comme un métier, ça ne doit pas exister. C'est vraiment à cause de ce micro pourcentage de possibilités de grands changements de vie que ça marche autant. Après, il y a d'autres jeux qui ont des stratégies différentes, c'est-à-dire que les jeux à gratter, tu gagnes beaucoup moins. Mais il y a un côté plus convivial, ça peut s'offrir, etc. Et puis ça coûte moins cher. Enfin, ouais, ça coûte moins cher quand même. Le loto, c'est pas ultra cher non plus. Il y a des jeux à gratter de 5 € quand même. Mais voilà. Et il y a aussi le tiercé, où il y a plus un semblant de stratégie, où pour le coup, les gains sont plus limités. Mais ouais, là, je pense que je vais rester sur le loto et sur vraiment l'irrationalité. Bah, je pense que c'est déjà pas mal. Là, je suis arrivé à 14 idées. Et je pense que je vais toutes pouvoir les creuser. Mais il m'en reste 3 à trouver, mais je pense que je les trouverai en mûrissant mes idées. Je vais pas me forcer plus que ça. En tout cas, je suis assez content de ce que j'ai trouvé. Et j'ai hâte de passer à la rédaction. À voir, faudra vraiment pas que je trouve des choses qui soient trop difficiles à écrire. Il va falloir que je trouve une façon d'écrire à la fois légère et en même temps qui soit différente. Pourquoi pas peut-être, bon, je verrai ça au moment de l'écriture. Je pensais à de la versification non rimée ou ce genre de choses. Pour la deuxième partie, j'aimerais bien effectivement faire des jeux, un peu des jeux de hasard pour écrire, ce qui correspondrait à la superficialité. Et peut-être qu'il faudrait que je trouve une façon d'écrire qui corresponde à cette troisième partie sur la française des gueux. Encore à mûrir, je vous ferai peut-être un petit update. Et en attendant, c'est parti à l'écriture. Et on verra si je suis millionnaire. Parce que c'est vrai que là, j'explose mes chances. Hein. Ça serait trop drôle. Vraiment, le jour où je suis en mode, ouais, bon, franchement, c'est pure perte et tout, c'est que de la perte, bam, 2 millions. Excellent. Mais est-ce que ça arrivera? Probablement pas. Hop, allez-y. Le tirage est passé. Je n'ai pas remporté l'argent. Mais dans cette bataille, j'ai gagné un recueil de poésie, un petit trésor de mots et d'émotions. Et moi, je reste là, un peu vide, un peu léger aussi. Ce qui m'étonne, ce n'est pas d'avoir perdu. C'est ce qui a remué entre l'achat et le résultat. Pendant quelques jours, j'ai eu une poche pleine de possibles. J'ai marché avec une sorte de secret, un futur parallèle caché dans un rectangle de papier. Et puis tout est retombé,
comme une bulle qui éclate, un rêve qui se défait au réveil. On tombe de haut pour si peu, et pourtant cette chute a aussi son charme. Peut-être que rêver, c'est accepter de souffrir un peu. Mais sans ce vertige, que resterait-il? Le jeu finalement, c'est ça. La permission de se laisser remporter, même pour rien.